Bonjour et bienvenue dans cette première partie sur la prévention des infections. Je me nomme Philippe Fournier et je suis infirmier spécialisé en prévention des infections. Aujourd'hui, nous allons discuter du sujet et parler des concepts clés. Avant de débuter, je veux indiquer que je n'ai pas de conflit d'intérêts et que je profite de l'occasion pour remercier tous nos partenaires et en particulier la Fondation Mérieux. Les objectifs généraux de cette formation seront d'enrichir les connaissances sur la transmission des infections ainsi que de prévenir les infections. Les objectifs spécifiques de cette formation seront d'améliorer la sécurité des patients et du personnel, d'explorer les modes de transmission, d'explorer les différents moyens de précaution basés sur les modes de transmission, d'améliorer notre connaissance lors d'un accident qui implique une possible contamination par des liquides biologiques. Donc, commençons par définir la prévention et le contrôle des infections. Il y a deux termes dans cette expression. Le premier est la prévention et le second le contrôle. La partie prévention est destinée à prévenir la transmission d'agents pathogènes et elle est instaurée en routine, c'est-à-dire que les actions doivent être faites pour chaque patient. L'hygiène des mains en est un exemple. On doit le faire obligatoirement avant d'entrer en contact avec un patient ou son environnement. La prévention des infections est la responsabilité de tous. Man, quand j'ai de la misère. Je m'excuse. Mais prends ton temps. Et tu peux parler plus lentement. Oui. Parce que tu parles déjà bien. Moi, je parle vite, ça n'a pas de temps. OK. On va recommencer. Bon, c'est super bon. La troisième fois. Vas-y bien lentement. OK. Je remets l'arme. Commençons par définir la prévention et le contrôle des infections. Il y a deux termes dans cette expression. Le premier est la prévention et le second le contrôle. La partie prévention est destinée à prévenir la transmission d'agents pathogènes. Elle est instaurée en routine, c'est-à-dire que les actions doivent être faites pour chaque patient. L'hygiène des mains en est un exemple. On doit le faire obligatoirement avant d'entrer en contact avec un patient ou son environnement. Ici, nous avons une question. Qui est responsable de la prévention des infections? En fait, la prévention des infections est la responsabilité de tous. Le second terme, le contrôle des infections, est présent lorsque la prévention ne suffit plus. C'est-à-dire que nous savons que le patient a un potentiel de transmettre quelque chose, que sa condition clinique met à risque les employés ou les patients. Son application sert donc à protéger les patients, les soignants et toute autre personne dans votre clinique ou votre hôpital. On pensera alors aux précautions additionnelles, pour lesquelles on devra mettre des gants, une blouse, des lunettes, un masque ou de placer le patient dans une chambre particulière. Dans la prévention et le contrôle des infections, tous les liquides biologiques, tels que la salive, le sang, le liquide céphalorachidien, les urines, sont tous considérés comme ayant un potentiel infectieux. Le lavage des mains, les précautions additionnelles, l'élimination des objets tranchants, la gestion saine des déchets médicaux, la désinfection et la stérilisation des équipements sont tous des éléments qui jouent un rôle dans la prévention et le contrôle des infections et ajoutent à la sécurité d'un établissement de soins. Que peut-on voir dans cette image d'une clinique d'Afrique? Si vous avez dit qu'il y a beaucoup d'encombrements, qu'il y a beaucoup de patients, que les patients sont proches les uns des autres, vous avez tout à fait raison. Également, on voit des personnes qui sont à même le sol. Il n'y a pas de désinfectant à base d'alcool ou de lavabo. Le matériel semble désuet. On pourrait aussi imaginer que les matelas sont crevassés, déchirés, ce qui empêche en fait le bon nettoyage des surfaces et est un très bon environnement pour que les bactéries restent sur les surfaces. Les fenêtres sont également ouvertes et il n'y a pas de filet à moustiques pour protéger contre les maladies qui sont propagées par ces insectes. Maintenant, passons au nettoyage de l'environnement. Pourquoi a-t-on besoin de la prévention des infections? Les hôpitaux et les cliniques sont souvent des endroits où l'on rencontre des personnes ayant des conditions infectieuses. Ces patients sont présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous êtes dans un endroit rempli de patients avec des conditions inconnues, pouvant être malades. Au Canada, et c'est probablement le même constat chez vous, avez-vous déjà réfléchi sur le temps que passe une personne à faire le nettoyage d'une chambre? Chez nous, au Canada, c'est environ 15 minutes. Donc, le patient, selon sa condition, pourrait contaminer sa chambre ou l'environnement
pour environ 23h45. En plus, vous avez des soins qui sont en train d'évoluer. Ils sont de plus en plus complexes. Nos patients sont de plus en plus complexes également. Ils ont plus de comorbidités. Nos soins utilisent aussi des équipements qui sont partagés entre plusieurs patients. Ils ne sont pas toujours désinfectés. On utilise des équipements de plus en plus invasifs, ce qui augmente le risque de développer des infections. Les facteurs qui peuvent augmenter les risques de transmission sont multiples. Vous avez ici l'administration, les facteurs environnementaux, la pratique médicale et infirmière, le patient en tant que tel et les pathogènes. Parlons maintenant de l'administration. Donc, ce qu'on pourrait retrouver et qui pourrait contribuer à augmenter les risques de transmission sont le manque de personnel, des locaux trop petits, l'absence de politique et de procédures, le manque de formation. Si on parle maintenant de l'environnement, on va retrouver peut-être des bactéries qui sont résistantes. Dans la plupart des hôpitaux, on va retrouver ce genre de bactéries. On peut aussi avoir une malutilisation des désinfectants. La gestion des déchets peut être aussi un autre défaut. Dans la pratique médicale et infirmière, on peut parler de la surutilisation des antibiotiques ou de la mauvaise hygiène des mains ou peut-être une mauvaise pratique dans la gestion des isolations. Le patient, selon son âge, s'il est très jeune ou un âge plus âgé, son statut immunitaire, l'utilisation d'antibiotiques à large spectre ou une hospitalisation fréquente pourraient être aussi des facteurs qui pourraient contribuer à ce qu'il acquiert une infection. Les pathogènes, lorsqu'on parle de pathogènes invasifs, on peut parler du Staphylococcus aureus ou d'autres pathogènes qui sont opportunistes. On peut aussi parler de l'inoculum qui peut varier d'une personne à une autre et qui pourrait augmenter les risques de transmission. Aux États-Unis et au Canada, 5% des patients qui auront des soins courent le risque d'acquérir une infection liée aux soins de santé. C'est environ une personne sur 20. Aux États-Unis, c'est donc environ 1,7 million de personnes qui vont développer une infection liée aux soins de santé. Au Canada, c'est environ 250 000 personnes chaque année. En Afrique, la prévalence des infections liées aux soins de santé pourrait varier entre 2,5 et 14,8 %. Et là, on parle de pays comme l'Algérie, le Burkina Faso ou le Sénégal, et aussi dans la République unie de Tanzanie. En Éthiopie et au Nigeria, les taux varient de 5,7 à 45,8 %. En moyenne, on indique des chiffres qui varient vraiment entre 15 et 30 %. En Afrique, les types d'infections qui sont liées aux soins de santé les plus courants comprennent des infections du site chirurgical, notamment la césarienne. Aussi, on va avoir les infections qui sont reliées à la circulation sanguine, infections qui sont liées aux voies urinaires ou les voies respiratoires inférieures. On pourrait aussi retrouver l'endométrite et les infections gastro-intestinales. La plupart des infections qui sont liées aux soins de santé vont débuter dans les 48 heures après l'admission et peuvent durer jusqu'à plusieurs mois. En 1980, le projet CENIC, qui était une étude sur l'efficacité du contrôle des infections nosocomiales, a fourni la preuve qu'un programme de désinfection bien organisé est non seulement efficace pour réduire les infections nosocomiales, mais il est également rentable en termes de finances. L'étude a également souligné que l'on peut prévenir environ 6% des infections en utilisant des interventions qui sont très simples. Et si on augmente avec des actions qui sont structurées, on peut atteindre le chiffre de 32%. Cependant, les données récentes suggèrent que si les pratiques de contrôle des infections sont mises en œuvre, aujourd'hui, on peut parler jusqu'à 70% de réduction des infections liées aux soins de santé. Suite à une intervention pour prévenir les infections, une étude algérienne a rapporté une diminution des infections de 9 à 4% en seulement 4 ans. Dans une étude au Nigeria, la mise en place d'un programme de contrôle des infections dans un hôpital universitaire a réussi à réduire les taux de 5,8 à 2,8 en seulement 3 ans.
Lorsqu'on parle d'un programme de prévention des infections, ceci comprend l'isolation des patients, un programme d'hygiène des mains, l'utilisation des équipements protecteurs, le nettoyage, la décontamination et la stérilisation des instruments médicaux, le nettoyage de l'environnement, la gestion des déversements ou des accidents avec des produits infectieux, le transport sécuritaire des agents pathogènes, la gestion des déchets, de la lingerie et l'élimination des objets tranchants. Et dans certaines institutions, dans certains hôpitaux, le service de prévention des infections peut aussi s'occuper de la gestion des blessures par objets tranchants auprès de ses employés. Parlons maintenant des bactéries, les plus souvent rencontrées dans les infections nosocomiales. Une étude algérienne portant sur les infections liées aux soins de santé a indiqué qu'en général, les agents pathogènes isolés par ordre de fréquence étaient les entérobactères, le Klebsiella pneumoniae, le Escherichia coli et le Pseudomonas aeruginosa. Une autre étude provenant du Sénégal a rapporté que Enterobacter cloacea était l'agent pathogène le plus souvent commun. Et par la suite, on va retrouver le E. coli, le Staphylococcus aureus et le Pseudomonas. Pour qu'un agent pathogène se transmette, il faut avoir une chaîne de transmission. Celle-ci inclut un agent pathogène, un réservoir, une porte de sortie, un mode de transmission, une porte d'entrée et un hôte susceptible. Pour empêcher la transmission et que les germes se propagent et infectent davantage de personnes, il faut briser la chaîne. Peu importe le germe en cause, la chaîne peut être brisée à 6 endroits. Dans les prochaines diapositives, nous allons voir quelques stratégies qui vont nous permettre de briser cette chaîne. La vaccination. Nous allons commencer par celle-ci. Votre immunité est la portion la plus importante en prévention des infections. La majorité des personnes qui meurent chaque année le sont par des maladies qui pourraient être prévenues par un vaccin. Il est donc de votre responsabilité d'obtenir et de maintenir votre immunisation à jour. Les vaccins sont un moyen très efficace de prévenir les souffrances et les coûts qui sont associés aux infections. Mais en plus, les vaccins sont parmi les produits médicaux qui sont les plus sûrs qui sont disponibles sur le marché. Les risques potentiels associés aux maladies que ces vaccins préviennent sont beaucoup plus importants que les risques potentiels associés aux vaccins eux-mêmes. Les effets indésirables les plus fréquents sont des bras qui sont douloureux et une légère fièvre. Le but du lavage des mains est de supprimer la contamination en réduisant la charge bactérienne naturelle et aussi transitoire. Le savon ordinaire et l'eau sont efficaces contre les contaminants visibles, mais ne sont pas assez efficaces pour diminuer la charge bactérienne. Dans les hôpitaux, on demande d'avoir des produits qui contiennent de l'alcool pour retirer davantage de bactéries sur les mains. Cependant, il est impossible d'éliminer complètement les micro-organismes de nos mains. Lavez vos mains en frottant vigoureusement toute leur surface pour enlever les souillures et les contaminants qui sont visibles. Vous devriez le faire pour au moins 15 secondes. Lavez aussi au-dessus des poignets et enlevez vos bijoux si cela est possible. Les ongles sont la zone de contamination la plus grande. Des ongles courts sont plus faciles à nettoyer et risquent moins de déchirer vos gants. Le gel alcoolisé, avec un pourcentage minimal de 60%, est probablement la meilleure des solutions, car elle est très simple d'utilisation et elle est aussi beaucoup plus rapide. Si vous utilisez le robinet, la technique est un petit peu plus longue et vous risquez de vous contaminer les mains de nouveau en refermant le robinet. Il sera important de bien vous sécher les mains, car l'humidité résiduelle favorisera la prolifération bactérienne. Assurez-vous que la peau de vos mains ne soit pas desséchée ou brisée, car cela pourrait présenter une charge bactérienne plus élevée. Et donc, cela sera aussi plus difficile à éliminer que si vous avez une peau saine et intacte. Si vous utilisez des savonnettes, sachez que certains micro-organismes peuvent s'y développer ou dans l'eau qui va rester dans les porte-savons ou dans les brosses à ongles que vous allez réutiliser. Nettoyez et séchez bien l'endroit où se trouve la savonnette, car ceci va vous permettre d'éliminer plus de bactéries. Si vous conservez cette méthode, pensez à nettoyer et à désinfecter ces objets chaque jour,
et de changer la savonnette assez régulièrement. Si vous avez des brosses à ongles, il est nécessaire de les nettoyer et de les stériliser. Et ensuite, vous pouvez les conserver au sec. L'hygiène des mains devra être faite selon 4 moments. 1. Avant d'entrer en contact avec votre patient et son environnement. 2. Avant de faire un geste aseptique. 3. Après avoir eu un contact avec des liquides biologiques ou avec des excréments. Et finalement, après avoir eu un contact avec le patient ou son environnement. Parlons maintenant de la prévention et de la transmission du VIH et de l'hépatite B. Dans les établissements de soins, le VIH et le VHB peuvent être transmis par une blessure causée par des aiguilles ou des instruments qui sont tranchants, contaminés par du sang ou un autre liquide biologique. L'utilisation d'instruments mal nettoyés, désinfectés et stérilisés peut aussi contribuer à la transmission. On aura aussi le contact avec du sang ou des liquides biologiques contaminés avec une peau qui est brisée ou sur des muqueuses. La transfusion de sang ou de dérivés sanguins contaminés en est un autre exemple. Finalement, la transmission verticale entre la mère et un enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. La plupart des cas d'infection rapportés chez les professionnels de la santé sont reliés à des blessures par aiguille, par exemple en recapuchonnant l'aiguille ou par d'autres instruments tranchants. Le risque de contamination suite à une exposition est lié à la prévalence de la maladie dans la zone géographique, également à la porte d'entrée, soit cutanée, percutanée ou par transfusion, et finalement à la dose inoculée. Après usage, mettez toujours les aiguilles et les lames de scalpel jetables dans un contenant. Faites attention à vos patients, à vos collaborateurs et à vous-même. Ne recapuchonnez jamais vos aiguilles. Installez vos contenants à aiguilles et instruments tranchants aux endroits où vous les utilisez le plus. Rappelez-vous que la distance pour les jeter est grande et plus le risque est augmenté d'avoir des accidents. Utilisez toujours une aiguille, une seringue ou des viales de médicaments que pour un seul et même patient. Jetez vous-même les aiguilles et les instruments tranchants après usage. Ne passez jamais les aiguilles, les scalpels ou des ciseaux de main en main. Posez-les plutôt dans un plateau pour que l'autre personne puisse les prendre. Protégez les zones de peau qui sont lésées et vos plaies par des pansements qui sont imperméables. Portez des gants pendant toute exposition au sang ou à d'autres liquides biologiques et lavez-vous souvent les mains. Finalement, vous pouvez aussi porter des lunettes, un sarrau ou une blouse de protection s'il y a un risque d'éclaboussure sanguine. Si vous avez été exposé à des liquides biologiques, lavez-vous immédiatement la peau. Vous pouvez utiliser de l'eau ou un sérum physiologique. N'utilisez jamais d'alcool et n'utilisez pas une brosse, car cela pourrait endommager les couches de la peau qui sont déjà lésées et le virus pourrait pénétrer plus profondément. Si vous êtes témoin d'une exposition, il faudrait assister la personne qui a été exposée pour que celle-ci ait un temps de contact avec l'exposition le plus petit possible. Dans certains endroits, des traitements prophylactiques sont proposés après un contact potentiellement infectieux. Chaque hôpital devrait définir une ligne de conduite claire et précise pour la prise en charge des blessures potentiellement contaminantes. On indique que si une prophylaxie antirétrovirale est requise pour le VIH, elle devrait débuter idéalement 2 heures après l'exposition. Apparemment, il n'y a aucune indication de prescrire la thérapie antirétrovirale après plus de 72 heures à une exposition avec une personne VIH positive. Pour l'hépatite B, on recommande d'administrer le vaccin et des immunoglobulines. La prophylaxie devrait être commencée le plus rapidement possible et de préférence dans les 48 heures. Mais on pourrait aussi étendre le délai jusqu'à 7 jours. Dans les cas de morsure, il est également recommandé d'offrir une antibioprophylaxie. Parlons maintenant des injections sécuritaires pour tous les patients. Une injection sécuritaire, c'est une injection qui se fait dans des conditions de sécurité qui ne nuira pas au patient et qui n'exposera pas la personne qui l'a fait à des risques inutiles. De plus, il ne doit pas entraîner
de déchets dangereux pour toute autre personne. Pour les prévenir, utilisez toujours une seringue et une aiguille stérile pour chaque injection et pour reconstituer chaque dose de médicament. Préparez les injections dans un endroit propre et dédié à cet usage, à l'écart de toute possibilité de contamination. Utilisez des flacons unidoses plutôt que multidoses. Si des flacons multidoses doivent être utilisés, percez toujours le bouchon avec une aiguille stérile et évitez de la laisser en place. Il faudrait toujours désinfecter l'embout de caoutchouc avec un tampon d'alcool. Et une fois ouvert, conservez les flacons multidoses au réfrigérateur si cela est recommandé par le manufacturier. Parlons maintenant de l'asepsie. Lorsque vous faites des procédures aseptiques, des micro-organismes peuvent coloniser le site. Ils sont transportés et transmis notamment par le personnel, le patient, les instruments, le matériel, les solutions antiseptiques, l'air et l'environnement. L'asepsie consiste à tenter de prévenir la contamination par des bactéries au cours de la procédure. Les bactéries ne peuvent jamais être totalement éliminées, mais les mesures d'asepsie peuvent réduire le risque de contamination. Lorsque l'on parle de mesures, cela inclut des vêtements propres, une bonne hygiène des mains avant de débuter la procédure, de porter un masque qui couvre la bouche et le nez, de conserver les gants et le champ stérile intacts et d'utiliser des équipements stériles. Tous les déchets biologiques doivent être soigneusement entreposés et jetés dans de bonnes conditions de sécurité. Les matériaux contaminés comme les poches de sang, les pansements sales et les aiguilles jetables présentent un risque potentiel et doivent subir un traitement approprié. Si les déchets biologiques et les matériaux contaminés ne sont pas convenablement éliminés, l'équipe médicale et la communauté peuvent être exposés aux agents infectieux et être contaminés. Il est donc indispensable qu'un hôpital dispose d'un protocole d'élimination des déchets biologiques et aussi du matériel contaminé. Tout le personnel doit connaître ce protocole et le respecter. L'élimination des déchets contaminés est coûteuse en temps et en argent. Il est donc important de séparer les déchets non contaminés du matériel contaminé. Mettez à disposition des récipients là où les déchets sont produits de façon à ce que le personnel puisse faire un tri à la source. Organisez le travail de manière à ce que le personnel n'ait pas à être en contact avec des déchets contaminés. Tous les déchets contaminés devraient être détruits par incinération. Enterrer les déchets est la seule solution dans certaines zones. Si c'est votre cas, faites en sorte de réduire au maximum le risque d'infection avant d'ensevelir les déchets. Les déchets contaminés en petite quantité devraient être trempés dans une solution d'hypochlorite de sodium pendant au moins 12 heures, puis placés dans une fosse et être recouverts. Mais on vous recommande de suivre avant tout les directives locales sur l'élimination des déchets chimiques afin d'être sûr qu'il n'y aura pas de contamination du sol ou de la nappe phréatique. Passons maintenant au chapitre sur la transmission. Les micro-organismes peuvent être transmis de patient à patient, d'un patient à un autre membre du personnel et du personnel médical à un autre patient. Pour éviter cela, les précautions de base et additionnelles sont nécessaires. Il est donc impératif de respecter l'hygiène des mains, le port de l'équipement protecteur individuel, d'identifier le meilleur type de chambre et parfois d'émettre des restrictions sur les visites. Lorsqu'on applique des précautions additionnelles, il faut le faire selon les signes et symptômes de la maladie. On cessera les précautions additionnelles dès que possible afin d'éviter des symptômes psychologiques qui peuvent être néfastes. Il y a deux types de précautions, les précautions de base et additionnelles. Celles de base sont celles qui ont remplacé les précautions universelles de 1985. Vous devez les appliquer pour chaque patient. Elles sont basées sur le fait que les agents pathogènes peuvent être présents dans les liquides, dans les muqueuses et dans la peau qui est non intacte. Elle inclut l'hygiène des mains, de porter des gants jetables lorsque nous sommes en contact avec des liquides biologiques, des excréments ou des sécrétions. On inclut aussi le nettoyage de l'environnement et le respect des distances entre chaque patient, de même que la gestion des déchets. Les précautions additionnelles sont basées sur les signes et les symptômes. Lorsque l'on parle de transmission par contact, on inclura le contact direct et le contact indirect.
Le contact direct survient lorsqu'il y a un contact physique entre deux personnes, tel qu'une poignée de main. Le contact indirect survient lorsqu'il y a transfert de bactéries d'une personne à une autre par l'entremise d'une surface ou d'un objet contaminé. Dans ce genre de situation, on utilise de préférence une chambre privée, mais il est possible de jumeler les patients ayant la même bactérie. Au minimum, on devrait utiliser des gants, mais on utilisera la jaquette si on doit avoir un contact étroit avec le patient ou s'il y a des risques d'éclaboussure. Des exemples de maladies se transmettant par contact sont les bactéries résistantes, les diarrhées infectieuses et la gale. La transmission par gouttelettes se fait à partir de gouttelettes que le patient projettera dans les airs. Elles sont relativement grosses et elles proviennent de la toux et des éternuements ou lors de manœuvres de réanimation telles que l'intubation ou l'extubation. Une fois projetées, elles peuvent se déposer dans un rayon allant jusqu'à 2 mètres. Pour éviter la transmission, on suggère de placer le patient dans une chambre privée ou sinon d'avoir un rideau complètement fermé entre les deux patients. Le patient pourrait aussi partager la chambre avec une personne ayant la même maladie. Dans ce genre de situation, on utilisera uniquement le masque avec visière. La seule maladie qui se transmet par gouttelette est la méningite. La transmission aérienne se produit avec des particules qui sont beaucoup plus petites que les gouttelettes vues précédemment. Ces particules sont capables de flotter dans les airs sur de longues distances et pour une longue période de temps. On recommande d'avoir une chambre privée avec les portes fermées et munie d'un système de pression négative et que le personnel porte un masque N95 ajusté à leur visage. Les maladies qui demandent des précautions aériennes sont la tuberculose, la varicelle, la rougeole et la rubéole. Dans certains pays, avoir une chambre avec une pression d'air négative n'est tout simplement pas possible. Si tel est votre cas, on recommande que vous ayez une pièce avec une circulation d'air. Vous devriez donc vous positionner de façon à ce que vous fassiez dos au vent ou dans le même sens que le courant d'air. Le patient devrait donc vous faire face. La porte et la fenêtre doivent demeurer ouvertes et si le patient porte un masque chirurgical, ceci limitera le risque de transmission. Il est toujours conseillé de porter un respirateur N95 qui devrait être également adapté à votre visage. Certaines maladies n'ont pas seulement un seul mode de transmission. Ainsi, dans certains cas, vous devrez ajuster le type de précaution en les jumelant, telles que par exemple des précautions de contact et de gouttelettes. Il existe aussi des maladies qui se transmettent soit par l'eau, la nourriture, l'air et les animaux. On pourrait aussi retrouver la transmission par des insectes. Ces maladies sont plus de l'ordre de la santé publique que de la prévention des infections. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous n'allons pas élaborer sur le sujet. En terminant, je voudrais vous remercier de votre attention dans cette présentation. La prévention des infections est vraiment très importante pour vous, pour vos employés, pour vos patients, mais aussi pour la communauté. Donc, merci.